Sophie Dubois astiquait le vieux piano dans la bibliothèque, quand ses doigts ont malencontreusement glissé sur les touches d'ivoire. Et alors, une chose impossible s'est produite, sans réfléchir, sans contrôle. Ses mains ont commencé à bouger toutes seules. Des notes ont jailli, formant une mélodie complexe, parfaite, virtuose, une sonate qu'elle n'avait jamais entendue de sa vie. Et Alexandre Valois, le propriétaire de l'hôtel particulier, s'est figé sur le seuil de la bibliothèque avec une expression de terreur absolue sur le visage. Cette musique ne devrait pas exister, car oui, c'est lui qui l'avait composée il y a 175 ans, 3 semaines avant cet instant impossible. Sophie Dubois n'avait qu'une seule mission, survivre. 28 ans. Mère célibataire d'une petite fille de 5 ans nommée Camille. 3 emplois pour payer un studio dans un quartier populaire de Lyon. Elle faisait le ménage du lundi au vendredi, la plonge dans un restaurant le samedi et le repassage le dimanche. L'éducation. Interrompue à 13 ans quand son père a abandonné la famille. La musique, un luxe qui n'avait jamais existé dans sa réalité. Et de l'autre côté de l'abîme social, il y avait Alexandre Valois, 42 ans, homme d'affaires lyonnais, héritier d'une fortune construite depuis des générations. Un hôtel particulier de 1200 mètres carrés à Lyon, des bureaux à Londres, Berlin et Madrid. Un homme froid, rationnel, sceptique. Il n'a jamais cru au destin, aux âmes sœurs, à la réincarnation. Rien que la science ne puisse expliquer. L'ironie de l'univers est brutale, parce qu'Alexandre avait un secret que personne ne connaissait. 23 ans plus tôt, à l'âge de 19 ans, il était différent, sensible, rêveur, passionné de musique. Il composait au piano tous les soirs, rêvant de devenir compositeur professionnel. Jusqu'au jour où son père a prononcé 6 mots qui ont tout détruit. Valois n'est pas un nom d'artiste. La musique est devenue un hobby interdit, le piano, un meuble recouvert d'un drap blanc dans la bibliothèque oubliée. Et Alexandre est devenu l'homme d'affaires froid que le monde connaissait. Si vous avez déjà senti que vous viviez la mauvaise vie, que vous aviez abandonné qui vous étiez vraiment à cause de pressions extérieures, vous comprendrez le vide qu'Alexandre portait en lui. Sophie a été embauchée pour travailler dans l'hôtel particulier 3 fois par semaine par le biais d'une entreprise de nettoyage. 200 € par semaine, l'argent qui payait la nourriture, le loyer, les médicaments pour l'asthme de sa fille, le premier jour. Sophie a exploré l'immense hôtel particulier en essayant de ne pas se sentir étouffée par l'inégalité brutale. 12 chambres, 8 salles de bain, 3 salons et une bibliothèque au 3e étage qui semblait ne pas avoir été utilisée depuis des années. C'est là qu'elle a vu le piano. Grand, ancien, recouvert d'un drap blanc poussiéreux. Et Sophie a ressenti quelque chose d'étrange, un serrement au cœur, une nostalgie impossible pour quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, comme si cet instrument l'appelait. Avez-vous déjà regardé quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant et senti comme si cela vous appartenait dans une autre vie? Sophie a secoué la tête, en riant d'elle-même. La réincarnation. C'était bon pour les feuilletons. Elle avait du sol à frotter et pas de temps pour les fantasmes, mais pendant toute cette première semaine, chaque fois qu'elle passait devant la bibliothèque, ses yeux cherchèrent le piano recouvert. Et la nuit, allongée sur le matelas fin du studio minuscule, Sophie rêvait. Elle rêvait qu'elle était sur une immense scène, vêtue d'une robe de soirée, jouant devant des centaines de personnes. Elle se réveillait avec les mains qui bougeaient toutes seules, comme si elles effleuraient des touches invisibles. Alexandre remarquait à peine la nouvelle employée pendant les premières semaines. Juste un visage anonyme parmi les employés. Mais un jeudi pluvieux de mars, il est rentré chez lui plus tôt que d'habitude et est monté à la bibliothèque pour chercher un contrat oublié. Et il a trouvé Sophie debout devant le piano découvert, regardant l'instrument avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance, comme si elle retrouvait quelque chose de perdu depuis longtemps. Alexandre s'est éclairci la gorge. Sophie a sursauté, se retournant avec les yeux écarquillés. « Monsieur Valois, excusez-moi, je ne faisais que nettoyer. » Il a regardé le piano découvert, le drap blanc plié soigneusement sur la chaise. Et puis il a posé une question dont il ne savait même pas pourquoi il la posait. « Vous jouez »
La question la plus absurde du monde pour une femme de ménage qui a quitté l'école à 13 ans. Sophie a ri. Un son sans joie. Moi? Non. Monsieur, je n'ai jamais touché un piano de ma vie. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais quand elle a regardé de nouveau l'instrument, Alexandre a vu quelque chose dans ses yeux, du désir, de la nostalgie, comme si elle mentait. Pas à lui, mais à elle-même. Il aurait dû quitter la bibliothèque, retourner au travail, oublier cet instant. Mais quelque chose a poussé Alexandre à prononcer les mots qui allaient tout changer. Vous pouvez jouer, si vous voulez, juste par curiosité. Sophie l'a regardé comme s'il était devenu fou. Et peut-être l'était-il. Alexandre Valois ne faisait jamais de gentillesse aléatoire. Sophie s'est approchée du piano lentement, comme si elle rêvait. Elle s'est assise sur le banc rembourré avec révérence. Elle a regardé les touches d'ivoire jaunies par le temps. Et quelque chose à l'intérieur d'elle s'est brisé. Des larmes ont surgi sans explication. « Monsieur, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi je pleure. » Alexandre observait en silence, perturbé, parce qu'il savait exactement ce que c'était de pleurer en regardant ce piano. Sophie a levé ses mains tremblantes au-dessus des touches. Elle a touché une note, do central. Le son a résonné dans la bibliothèque silencieuse, et d'autres larmes ont coulé. C'était comme si mes mains se souvenaient de quelque chose que ma tête a oublié, a-t-elle murmuré. Alexandre a senti un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Cette phrase. Pourquoi cette phrase spécifique semblait-elle résonner d'un endroit lointain et impossible? Alors Sophie a fait quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Ses doigts ont commencé à bouger tout seuls, jouant des notes aléatoires. Mais elles n'étaient pas aléatoires. Elles formaient une séquence, un motif, comme si ses mains cherchaient quelque chose, une musique, une mémoire. Et quand Sophie a joué une progression d'accords spécifiques, Alexandre est devenu blanc. Ce n'était pas possible, ces accords. Cette séquence exacte, c'était le début de la sonate qu'il avait composée à 19 ans. La seule musique qu'il n'avait jamais montrée à personne. La musique qui était enfermée dans le coffre de la famille depuis que son père lui avait interdit d'être compositeur. La sonate pour Camille. Comment connaissez-vous cette progression? La voix d'Alexandre était tendue, presque agressive. Sophie s'est arrêtée immédiatement, confuse. Quelle progression! Je ne faisais qu'appuyer sur des touches au hasard. Ce n'était pas au hasard, a-t-il dit en s'approchant. Vous avez joué le début d'une musique que j'ai composée. Sophie l'a regardé comme s'il était fou. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais écouté de musique classique de ma vie. Je travaille 3 emplois. J'ai à peine le temps de dormir. Alexandre voulait la croire, mais ses doigts avaient touché ces accords avec une précision exacte et quelque chose à l'intérieur de lui, une partie qu'il réprimait depuis 23 ans, criait que ce n'était pas une coïncidence, jouait de nouveau, essayait de continuer. Sophie a secoué la tête. « Je ne sais pas jouer du piano. »« Essayez, » insista-t-il, avec une urgence qu'il ne comprenait même pas lui-même. Sophie prit une profonde inspiration. Elle replaça ses doigts sur les touches, ferma les yeux, et, quand elle commença à jouer, l'impossible se produisit. Les notes jaillirent, parfaites, comme si elle avait pratiqué cette musique toute sa vie. La posture était correcte, le doigté, une technique de piano du 19e siècle, la sonate pour Camille, prenait vie après 175 ans de silence, et Alexandre Valois, le sceptique, le rationnel, l'homme qui n'avait jamais cru en rien d'autre que la science, sentit son monde s'écrouler, parce qu'il n'avait jamais montré cette musique à personne. Elle n'avait jamais été enregistrée, jamais publiée. Elle était enfermée dans un coffre-fort depuis 23 ans, recopiée à la main sur une partition jaunie. Et cette femme de ménage, sans éducation musicale, jouait chaque note avec une perfection virtuose. Sophie ouvrit les yeux au milieu du morceau, désorientée. « Comment est-ce que je fais ça? Comment mes mains savent-elles » Alexandre ne put répondre, parce qu'il n'avait aucune réponse rationnelle. Et tout ce en quoi Alexandre avait toujours cru était la raison. Alors, Sophie joua la cadence finale. Les dernières notes résonnèrent dans la bibliothèque,
Et dans le silence qui suivit, elle regarda ses propres mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression d'avoir déjà joué ça avant, souvent. Mais c'est impossible. Alexandre acquiesça, sans voix. Impossible, mais c'était arrivé. Et si vous pensez que c'est là que l'histoire devient moins étrange, vous vous trompez absolument. Parce que ce qu'Alexandre allait découvrir dans les jours suivants prouverait qu'impossible ne signifie pas faux. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Assis dans son bureau à 3 heures du matin, il consulta tous les dossiers de l'entreprise de nettoyage concernant Sophie Dubois. 28 ans, née à Lyon, mère célibataire, qui a 3 emplois, aucune éducation au-delà du collège, aucune formation musicale, aucun accès à des instruments. Elle travaillait 16 heures par jour, juste pour survivre. Alors, comment? Comment cette femme a-t-elle joué une musique qui n'existait que dans sa tête et sur une partition enfermée? Alexandre se rendit au coffre-fort familial, à la cave. Il composa le code à 6 chiffres que lui seul connaissait. Ouvrit la porte en acier. Là, avec des documents centenaires et des bijoux de famille, se trouvait la boîte en bois qu'il n'avait pas ouverte depuis 23 ans. À l'intérieur de la boîte, des partitions manuscrites, des musiques qu'il avait composées entre 17 et 19 ans. Avant que son père ne détruise ses rêves, il prit la partition du dessus, papier jauni, encre effacée, sa propre écriture juvénile. Titre « Sonate pour Camille », composé en 2002, quand Alexandre avait 19 ans, et sous le titre « Une annotation manuscrite qu'il avait oubliée », inspirée par un rêve récurrent. Londres, 1850. J'étais un compositeur pauvre. Elle était une pianiste célèbre. Nous nous aimions en secret. Alexandre lâcha la partition comme si elle le brûlait. Rêve récurrent. Il avait complètement oublié. De 17 à 20 ans, Alexandre rêvait de la même chose, presque toutes les nuits. Londres au XIXe siècle. Il était un jeune compositeur appelé Étienne. Pauvre, orphelin. Il copiait des partitions pour survivre. Et il était tombé amoureux de la pianiste la plus célèbre de la ville, Camille Lemaire. Belle, talentueuse, noble, et complètement hors de portée pour quelqu'un comme lui. Dans le rêve, il composait une sonate pour elle. Une déclaration d'amour en forme de musique, parce qu'il n'aurait jamais le courage de dire les mots. Et Camille jouait la sonate en secret, en pleurant, parce qu'elle l'aimait aussi, mais sa famille ne le permettrait jamais. Le rêve se terminait toujours de la même manière. Elle mourant jeune, lui à ses côtés, elle faisant une promesse dans chaque vie. Ma musique te trouvera. Alexandre avait balayé ça comme des rêves vifs d'adolescents romantiques, mais maintenant, tenant la partition d'une musique qu'il avait composée en se basant sur ses rêves. Une musique qu'une femme de ménage sans formation venait de jouer parfaitement. Il sentit le premier frisson de doute dans ses certitudes rationnelles, et c'était pire quand il retourna la partition et vit quelque chose dont il ne se souvenait pas avoir écrit. Au verso de la dernière page, une annotation précipitée, une écriture tremblante. Si vous lisez ceci dans le futur et que vous avez ressenti un frisson inexplicable, croyez-le, ces rêves ne sont pas que des rêves. Étienne a existé. Camille a existé. Et vous, c'est lui, la cherchant dans chaque vie. Signé Alexandre Valois, 3 mars 2003, 20 ans. Il avait laissé un message pour le futur, pour lui-même, un Alexandre de 20 ans qui croyait encore aux impossibles. Et maintenant, 23 ans plus tard, l'impossible avait un nom et un prénom, Sophie Dubois. Le lendemain, Alexandre attendit que Sophie arrive pour son service. Quand elle monta pour nettoyer la bibliothèque, il était déjà là, assis au piano, attendant. Sophie s'arrêta à la porte. Surprise. « Monsieur Valois, je peux revenir plus tard. »« Non, dit-il. J'ai besoin que vous jouiez à nouveau. J'ai besoin d'être sûr que je n'ai pas rêvé de ça. » Sophie se mordit la lèvre. « Monsieur, moi aussi. J'ai pensé que j'avais rêvé. Mais quand je suis rentré chez moi hier, mes mains n'arrêtaient pas de bouger.
comme si elle voulait jouer. Ma fille, Camille, m'a demandé « Maman, pourquoi tu joues du piano invisible ?» Et je n'ai pas su répondre. Alexandre nota « Votre fille s'appelle Camille. » Sophie acquiesça. « Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce nom. J'ai juste senti que c'était juste. Quand elle est née et que je l'ai regardée, j'ai pensé « Elle est une Camille. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Parce que dans le rêve récurrent, son nom était Camille. Camille Lemaire. « Asseyez-vous, dit-il, en pointant le banc du piano. Je veux que vous jouiez tout ce dont vos mains se souviennent. Ne pensez pas. Laissez juste vos mains vous guider. » Sophie obéit, nerveuse, positionna ses doigts, ferma les yeux et commença. La sonate pour Camille jaillit complète cette fois. Premier mouvement, Allegro appassionato. Deuxième mouvement, Adagio mélancolique. Troisième mouvement, Scherzo drammatico. Quatrième mouvement, finale avec variation virtuose. 22 minutes de musique complexe. Et Sophie joua chaque note, comme si elle avait écrit cette musique elle-même. Quand elle termina, elle pleurait. Alexandre aussi, et pour la première fois en 23 ans. Il dit à voix haute, « Mon nom était Étienne, Étienne Moreau, compositeur pauvre à Londres, 1850, et je vous aimais, Camille Lemaire, la pianiste qui est morte trop jeune. » Sophie le regarda avec les yeux remplis de larmes. « Comment savez-vous ?»« Parce que j'ai rêvé de ça, de 17 à 20 ans, toutes les nuits. » Sophie sanglota. « Moi aussi, j'ai des rêves, pas toutes les nuits, mais depuis que je suis enfant. Je suis dans un théâtre énorme, public de gala. Je joue du piano dans une robe blanche, et il y a un homme dans la salle qui pleure. Je le regarde pendant que je joue, et je sais que je l'aime. Mais je sais qu'on ne peut pas rester ensemble. » Alexandre ferma les yeux. « C'est le Her Majesty's Theatre, Londres. Vous y avez joué en 1850. J'étais assise tout en haut de la salle, le seul endroit que je pouvais me permettre. Et vous m'avez regardé pendant votre prestation. » Sophie s'écria, se levant d'un bond. « Comment sais-tu cela? Je n'ai jamais parlé de ce rêve à personne. »« Parce que l'homme dans le public, c'était moi, » répondit Alexandre, et sa voix se brisa. « Je suis Marco. Et vous, vous êtes Camille. Et d'une manière ou d'une autre, 175 ans plus tard, vous êtes entré chez moi. Et vous avez joué la sonate que j'ai composée pour vous, la promesse que vous avez faite avant de mourir. » Sophie cacha son visage dans ses mains, tremblante. « C'est de la folie. La réincarnation n'existe pas. Les âmes sœurs n'existent pas. » Alexandre s'approcha d'elle. « Hier encore, j'aurais été d'accord avec vous. Mais comment expliquez-vous que vous jouiez une musique qui n'a jamais été publiée? Une musique enfermée dans un coffre depuis 23 ans. » Sophie n'avait pas de réponse. Alexandre non plus. Mais tous deux savaient que quelque chose avait commencé, quelque chose qui défiait toute logique, toute raison, et qui allait tout changer. Et si vous pensez que ces preuves sont déjà assez troublantes, attendez d'entendre ce qu'Alexandre a trouvé cette même nuit, parce que la sonate pour Camille n'était pas la seule chose dans le coffre de famille. Il y avait autre chose, quelque chose qui prouverait que ces rêves n'étaient pas des fantaisies, mais des souvenirs. Alexandre passa 3 jours à tenter de rationaliser l'impossible. Coïncidence, mémoire génétique, une explication scientifique qu'il n'avait pas encore trouvée. Mais plus il essayait de l'écarter, plus les preuves s'accumulaient. Et toutes pointaient vers la même conclusion absurde. Sophie Dubois était la réincarnation de la pianiste qu'il avait aimée en 1850. Sophie aussi se battait. Elle rentrait chez elle épuisée, physiquement et émotionnellement. S'asseyait sur son matelas fin, regardait sa fille dormir et se demandait si elle ne devenait pas folle. Ses rêves, ses musiques. Comment ses mains savaient-elles jouer quelque chose qu'elle n'avait jamais appris? Et pourquoi, chaque fois qu'elle regardait Alexandre Valois, ressentait-elle une nostalgie impossible pour quelqu'un qu'elle venait de rencontrer? Le 4e matin, après cette première conversation, Alexandre prit une décision. Il appela le meilleur détective privé de Lyon et engagea des historiens à Berlin. Il avait besoin de faits,
de documents, de preuves que Camille Rossini et Marco Santoro avaient réellement existé. Parce que s'ils n'avaient jamais existé, alors ce n'était qu'un délire partagé. Mais s'ils existaient, les résultats arrivèrent 48 heures plus tard. Un email de l'historien de Berlin, des pièces jointes numérisées des archives municipales du 19e siècle, et Alexandre lut, les mains tremblantes. Camille Marie Rossini, née en 1826 à Berlin, Allemagne, fille de noble, pianiste virtuose, première femme à jouer en solo à l'Opéra de Berlin à 21 ans, décédée en 1850, cause tuberculose, 24 ans, célibataire, enterrée au cimetière Dorotheenstadt à Berlin. Et le document suivant lui coupa le souffle. Marco-Antoine Santoro, né en 1831, orphelin, compositeur et copiste musical, travaillait pour des éditeurs de partitions, décédé en 1863, cause, arrêt cardiaque, 32 ans, célibataire, œuvre connue, sonate pour Camille, composition non publiée trouvée parmi ses effets personnels. Note d'archives, Santoro ne s'est jamais remis de la mort de Camille Rossini, avec qui il entretenait une amitié étroite. Ils ont existé. Ils ont vécu. Ils sont morts. Et la sonate qu'Alexandre a composée à 19 ans au XXIe siècle était exactement la même que Marco Santoro avait composée au XIXe siècle. Ce n'était plus une coïncidence. C'était la mémoire qui traversait les vies. Alexandre imprima les documents, les emporta à l'hôtel particulier. Et quand Sophie arriva pour son service, il l'attendait dans la bibliothèque avec l'expression de quelqu'un qui a vu des fantômes. Sophie s'arrêta à la porte. « Il s'est passé quelque chose, monsieur ?» Il lui tendit les papiers. « Lisez. » Sophie prit les documents, confuse. Ses yeux parcoururent les mots traduits de l'allemand. Camille Marie Rossini, pianiste, décédée en 1850, 24 ans. Et elle sentit ses jambes flancher. C'est la femme de mes rêves, c'est moi, ou c'était moi. Lisez le document suivant. Sophie tourna la page. Marco-Antoine Santoro, compositeur, sonate pour Camille. Et elle regarda Alexandre les yeux pleins de larmes. C'était vous, vraiment, nous avons existé. Alexandre acquiesça, sans voix. Je pensais que les rêves étaient des fantasmes, mais c'étaient des souvenirs, de vie que nous avons vécue il y a 175 ans. Sophie sanglota, serrant les documents contre elle. Je suis morte à 24 ans. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu la chance de vous aimer librement. Alexandre s'approcha d'elle, et je suis mort 13 ans plus tard, seul, le cœur brisé. Je n'ai jamais publié la sonate, parce qu'elle était uniquement pour vous. Qu'auriez-vous fait à leur place ? Si vous saviez que vous reviviez la même histoire, tenteriez-vous d'en changer la fin, ou laisseriez-vous le destin décider ? Sophie essuya ses larmes. « Monsieur Valois, c'est impossible à accepter. Mais je ne peux pas le nier. Ces rêves, cette musique, ces souvenirs qui ne sont pas les miens, mais qui semblent l'être. » Alexandre acquiesça. « Je suis un homme de science, de logique. Mais la logique n'explique pas comment vous jouez ma musique, comment nos rêves se connectent, comment vos yeux me font ressentir une nostalgie de 175 ans. » Ils restèrent d'un silencieux pendant un long moment, jusqu'à ce que Sophie pose la question qui allait tout changer. « Que faisons-nous maintenant ? Ignorons-nous cela et continuons-nous nos vies, ou acceptons-nous que peut-être les âmes sœurs existent réellement ?» Alexandre n'avait pas de réponse, parce qu'accepter cela signifiait accepter que tout ce qu'il croyait était faux, mais nier cela signifiait perdre Sophie à nouveau, et il avait déjà perdu Camille une fois. Il ne supporterait pas de la perdre 2 fois dans la même âme. Dans les jours suivants, Alexandre fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula des réunions, ignora des emails, passa des heures dans la bibliothèque avec Sophie, non pas comme un patron et sa femme de ménage, mais comme 2 âmes essayant de comprendre un mystère impossible. Ils rapportaient des documents historiques, elles partageaient des fragments de rêves, et ensemble, ils reconstituaient le puzzle de 1850. Et c'est au cours d'une de ces conversations
qu'Alexandre mentionna quelque chose qui fit se figer Sophie. Il y a encore une chose dans le coffre que je n'ai pas regardée. Une petite boîte qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-père. Il était collectionneur d'antiquités. Il a acheté divers objets lors de ventes aux enchères de propriétés nobles en faillite à Berlin à la fin du XIXe siècle. Je ne l'ai jamais ouverte parce que l'histoire de ma famille ne m'intéressait pas. Sophie le regarda avec intensité. « Ouvrez-la. Maintenant. » Il pourrait y avoir quelque chose de Camille là-dedans. Alexandre hésita. S'il y en a, cela rendra tout encore plus réel. Êtes-vous prête à cela? Sophie prit une profonde inspiration. Je ne sais pas, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Alexandre descendit à la cave, ouvrit le coffre, et là, au fond, recouverte de poussière, se trouvait la boîte de velours rouge délavée. Petite, ancienne, avec les armoiries de la famille Rossini sur le couvercle, il saisit la boîte, avec des mains tremblantes, et remonta à la bibliothèque. Sophie attendait, près du piano. Quand elle vit la boîte, elle porta ses mains à sa bouche. Je connais cette boîte, dans mes rêves. J'y gardais des choses importantes. Alexandre posa la boîte sur le couvercle du piano. Tu devrais l'ouvrir. Elle était à toi. Sophie s'approcha lentement, tendit la main, toucha le velours usé, et le monde se mit à tourner. Une vision rapide, pas un rêve, un souvenir. Camille Leclerc, 23 ans, dans sa chambre à Lyon, rangeant quelque chose de précieux dans cette boîte, pleurant, parce qu'elle ne pouvait pas rester avec Guillaume, parce que sa famille n'accepterait jamais un compositeur sans le sou. Elle gardait la seule chose qu'il lui avait donnée, la partition manuscrite de la sonate, avec une annotation de lui, pour Camille, mon amour impossible. Sophie revint au présent, haletante. Elle a la partition originale, celle que tu as écrite pour moi, pour Camille. Avec des tremblements dans les mains, Sophie ouvrit la boîte, et là, à l'intérieur, préservée d'une manière ou d'une autre pendant 175 ans, il y avait le papier jauni, une partition manuscrite à l'encre effacée. Sonate pour Camille, Guillaume Moreau, 1849, et sur la marge, des annotations dans une écriture féminine délicate, Guillaume, mon amour éternel, je la jouerai jusqu'à mon dernier souffle, et s'il existe une autre vie, je promets de te retrouver à travers la musique, Camille. Sophie tomba à genoux, Alexandre aussi, et tous les deux. Je lus ces mots écrits il y a 175 ans, la promesse que Camille avait faite. La même promesse que Sophie tenait maintenant, en jouant cette musique sans jamais l'avoir apprise. Ses mains se souvenaient, parce que c'étaient les mêmes mains qui avaient écrit cette annotation en 1850. Ce n'est pas juste une réincarnation, murmura Alexandre. C'est le destin. C'est une promesse qui traverse les siècles. Sophie le regarda, les yeux débordants. Je t'ai retrouvé à travers la musique, exactement comme je l'avais promis. Alexandre prit sa main, et je t'ai retrouvé aussi. Mais cette fois, Sophie, je ne laisserai aucune différence sociale nous séparer. Et ce moment, là, fut le point de bascule, parce qu'avant, c'était une théorie, des rêves, des documents historiques. Mais maintenant, avec la promesse écrite dans leurs mains, c'était réel, indéniable, impossible à ignorer. Mais accepter la vérité n'était que le commencement, parce que dans les jours qui suivirent, des preuves encore plus perturbantes surgiraient, et Alexandre découvrirait quelque chose qui le ferait remettre en question non seulement cette vie, mais toutes les vies qu'il avait vécues. Et quel rôle le piano d'époque dans la bibliothèque avait réellement joué dans tout cela? Parce que cet instrument n'était pas juste un piano quelconque. C'était le piano que Camille Leclerc avait joué pour la dernière fois avant de mourir. Et d'une manière ou d'une autre, après 175 ans, il était dans l'hôtel particulier d'Alexandre, attendant Sophie, attendant que la pianiste et le compositeur se retrouvent à nouveau. Une coïncidence? Il n'existe pas de coïncidence quand il s'agit d'âmes sœurs, et ce qui était sur le point de se produire le prouverait de manière définitive. Si vous regardez ça, et que vous sentez des frissons, en faisant une pause pour comprendre l'impossible,
vous n'êtes pas seul, parce que ce qui s'est passé dans les jours suivants a défié tout ce qu'Alexandre et Sophie pensaient savoir sur la réalité. Le temps et l'amour. Alexandre engagea un historien spécialisé dans les instruments de musique anciens. Il lui demanda d'enquêter sur la provenance du piano dans la bibliothèque, et le rapport qui arriva 5 jours plus tard confirma ce qu'Alexandre soupçonnait déjà, mais avait peur d'accepter. Le piano était un érard de concert, fabriqué à Paris en 1842, vendu à une famille noble à Lyon en 1845, propriété de la famille Leclerc. Le piano qui était dans la bibliothèque d'Alexandre était le même piano que Camille Leclerc avait joué, le même instrument sur lequel elle répétait la sonate pour Camille, le piano sur lequel elle a joué pour la dernière fois, 3 jours avant de mourir de tuberculose, tenant sa promesse de jouer jusqu'à son dernier souffle. Et d'une manière ou d'une autre, à travers des ventes aux enchères, des collectionneurs, un héritage familial. Ce piano a traversé 175 ans et est arrivé jusqu'à Alexandre, attendant. Quand Sophie lut le rapport, elle ne réussit plus à respirer. Le piano m'appelait. Depuis le premier jour où je suis entré dans cette maison, je le regardais recouvert et j'avais l'impression qu'il m'appartenait. Alexandre regarda l'instrument avec un mélange de crainte et de fascination, parce qu'il avait acheté ce piano spécifique aux enchères, il y a 5 ans, sans savoir pourquoi. Il sentait juste qu'il en avait besoin. Maintenant, il savait. Ce n'est pas lui qui avait choisi le piano. C'est le piano qui l'avait choisi, ou plutôt, qui avait choisi Sophie, attendant que la pianiste rentre à la maison. Mais accepter toutes ces preuves ne signifiait pas tout comprendre. Et Sophie avait une question qui la tourmentait. Pourquoi maintenant? Pourquoi 175 ans plus tard? Pourquoi pas 10 ans plus tôt? Ou 50 ans dans le futur? Pourquoi nous sommes-nous rencontrés exactement maintenant? Alexandre suggéra quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé envisager. L'hypnose régressive. Un thérapeute spécialisé dans les souvenirs de vie passée. Sophie hésita. Et si nous découvrions des choses que nous ne voulons pas savoir? Et si la tragédie était pire que ce que nous imaginons? Alexandre prit sa main. Ou peut-être découvrirons-nous pourquoi nous avons été séparés et comment garantir que cela ne se reproduise pas. Le thérapeute vint à l'hôtel particulier une semaine plus tard. Un homme de 60 ans, spécialiste de la thérapie de régression avec 30 ans de pratique. Alexandre raconta l'histoire, les rêves, la musique, les documents, la promesse. Le thérapeute écouta tout sans jugement, et puis dit 6 mots qui changèrent tout. Nous allons découvrir ce qui s'est réellement passé. La séance se déroula dans la bibliothèque, à côté du piano. Sophie s'allongea sur un divan. Alexandre s'assit à côté, tenant sa main. Le thérapeute commença l'induction. Voix calme, rythmée. Respirez profondément, remontez dans le temps, au-delà de cette vie, au-delà de la naissance. Retournez là où votre âme était avant. Et Sophie commença à parler. Mais ce n'était pas sa voix. Elle était plus douce, avec un accent lyonnais que Sophie n'avait jamais eu. Je m'appelle Camille, Camille Marie Leclerc. J'ai 23 ans. Je suis à Lyon. Nous sommes en 1849. Alexandre sentit le monde tourner. Thérapeute. Écrivez tout. Le thérapeute acquiesça. Camille. Où êtes-vous maintenant? La voix de Sophie. Mais pas Sophie, répondit. Je suis au Grand Théâtre de Lyon. Je viens de terminer un concert. Chopin, Liszt. Le public applaudit à tout rompre. Mais je ne cherche qu'un visage. Guillaume. Il est au dernier rang. Tellement loin, mais je le vois. Et il me voit. Et nos yeux disent tout ce que nos bouches ne peuvent pas. Que ressentez-vous pour Guillaume? Demanda le thérapeute. Sophie, ou Camille, commença à pleurer. Je l'aime, plus que la musique, plus que ma propre vie. Il me voit comme une personne, pas comme un trophée, pas comme une prouesse de la noblesse. Il voit mon âme, et je vois la sienne. Nous sommes faits de la même musique. Pourquoi ne restez-vous pas ensemble? La voix se brisa, parce qu'il est pauvre, orphelin, copiste musical, et je suis noble. Mon père ne le permettrait jamais.
Ma mère a déjà choisi un comte pour que je l'épouse. Un homme riche, froid, qui veut mon nom de famille et ma dot, pas ma musique, pas mon âme. » Alexandre pleurait silencieusement, parce qu'il entendait Sophie raconter l'histoire qu'il avait vécue en tant que Marc, et puis le thérapeute a posé la question cruciale: que s'est-il passé ensuite? La voix de Sophie s'est affaiblie. Je suis tombée malade. Tuberculose. Les médecins m'ont dit qu'il me restait des mois. Marc est venu me voir en secret. Nous avons soudoyé une servante. Il est resté à mes côtés. Il a tenu ma main. Nous avons joué du piano ensemble pour la dernière fois, la sonate qu'il avait composée pour moi. J'ai promis que dans une autre vie, je rejouerais cette musique et nous serions libres de nous aimer. Et Marc, qu'a-t-il promis? Alexandre n'a pas pu rester silencieux. Il a parlé, la voix brisée. J'ai promis que je te chercherais, dans chaque vie, jusqu'à ce que nous en trouvions une où la différence sociale ne nous sépare pas. Le thérapeute a regardé les deux, stupéfait. Vous êtes tous les deux dans le même souvenir. En même temps, c'est extrêmement rare. Sophie a continué, avec la voix d'Isabelle. Je suis morte dans ses bras, 24 ans. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais vu le monde au-delà de Londres. Mais je suis morte aimée par Marc, mon compositeur, mon amour impossible. Alexandre a parlé, mais c'était Marc qui parlait. Et j'ai vécu 13 ans de plus, seul. Je ne me suis jamais mariée. Je n'ai plus jamais aimé personne. Comment aurais-je pu? La moitié de mon âme était partie. Je suis mort le cœur brisé, à 32 ans. Et la dernière chose à laquelle j'ai pensé était: Isabelle, j'ai promis que je te retrouverai, et je vais tenir ma promesse, même si cela prend des siècles. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'impossible s'est produit. Sophie et Alexandre, toujours sous hypnose, ont commencé à voir la même chose. Une vision partagée. Londres, 1850. Chambre d'Isabelle. Elle sur le lit, pâle, mourante. Marc à ses côtés, tenant sa main, piano dans le coin. Et ils étaient tous les deux là. Dans cette chambre, ils se sont vus eux-mêmes. Ils ont vu Marc et Isabelle. Ils ont vu la promesse être faite. Ils ont vu le dernier baiser. Ils ont vu Isabelle fermer les yeux pour la dernière fois. Ils ont vu Marc s'effondrer. Tous deux se sont réveillés de l'hypnose en même temps, en criant, en pleurant, et se sont embrassés comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis 175 ans. Parce que ce n'était pas le cas. Le thérapeute se contentait d'observer, en état de choc. En 30 ans de pratique, il n'avait jamais vu deux personnes partager la même régression simultanément. Ce n'était pas une mémoire implantée. Ce n'était pas une suggestion. C'était un souvenir réel, de vie réelle, d'amour réel. « Tu as senti ?» a demandé Sophie, agrippée à Alexandre. « J'ai tout senti. J'étais toi en train de mourir, tu étais moi en train de me briser. J'ai senti ta douleur de me perdre. » Alexandre a acquiescé, incapable de parler. « Et j'ai senti ta paix. Parce que même en mourant, tu étais dans mes bras. Tu es morte aimée, et cela t'a donné la paix. Et c'est là que la résistance finale d'Alexandre s'est complètement brisée. Le sceptique, le rationnel, l'homme de science, est tombé à genoux et a sangloté. Je t'ai cherché. Dans chaque vie, je sentais qu'il manquait quelque chose, que j'étais incomplet, et c'était toi. Ça a toujours été toi. Sophie s'est agenouillée à côté, lui, et je t'ai attendu, sans savoir que j'attendais. Chaque piano que je voyais de loin, chaque musique qui me faisait pleurer, c'était toi, tes musiques, nos musiques. Si vous n'avez pas eu la chair de poule maintenant, revenez en arrière et regardez à nouveau. Parce que ce qu'ils ont vécu n'est pas de la fiction, c'est de la mémoire. C'est l'amour qui a transcendé la mort, le temps, la classe sociale et 175 ans de séparation. Le thérapeute, toujours en train de réfléchir, a demandé quelque chose d'important. Voulez-vous continuer la régression? Voir ce qui s'est passé ensuite. Comment vous êtes-vous rencontrés dans cette vie? Sophie et Alexandre se sont regardés et tous les deux connaissaient la réponse. Oui, nous devons tout voir. Le thérapeute a commencé la deuxième régression.
plus profondes. Cette fois, les questions étaient différentes. Marc, que s'est-il passé après la mort d'Isabelle? Alexandre, sous hypnose, a répondu avec la voix de Marc. Je n'ai pas pu vivre. J'ai essayé. J'ai composé plus de musique, mais toutes étaient pour elle. Triste, vide. Je comptais les jours avant de mourir. Et quand c'est finalement arrivé, 13 ans plus tard, ma dernière pensée a été « Pardon Isabelle, j'ai mis trop de temps à te retrouver. » Et Isabelle, que s'est-il passé de l'autre côté? Sophie a répondu, d'une voix distante. J'ai attendu. De l'autre côté, je l'ai vu souffrir. Je l'ai vu mourir. Et quand il a traversé, j'attendais. Et nous avons promis. Cette fois, nous planifierions. Nous choisirions quand et où naître pour nous retrouver. Mais avec une différence. Cette fois, il serait riche, je serais pauvre. Nous inverserions. Pour prouver que l'amour ne dépend pas de qui a le plus, que les âmes sœurs se rencontrent indépendamment de la classe sociale, dans n'importe quelle direction. Alexandre est revenu, haletant. C'était pour ça. Pour ça que tu es né pauvre et que je suis né riche. Nous avons inversé exprès. Pour prouver que ce qui nous a séparés en 1850 était une bêtise. C'était un préjugé qui a tué notre amour. Sophie a acquiescé en pleurant. Et cette fois, tu as le choix. Tu peux choisir de m'aimer malgré la différence. Ou répéter l'erreur de 1850 et laisser la société décider. Alexandre n'a pas hésité. Il a pris le visage de Sophie entre ses mains. Je te choisis. Je nous choisis. Je me fiche de ce que dit la société. Je me fiche de la différence d'argent. Tu es l'autre moitié de mon âme. Et j'ai attendu 175 ans pour te récupérer. Je ne vais pas gaspiller une seconde de plus. Et là, dans cette bibliothèque, à côté du piano qui les a reliés à travers les siècles, Alexandre et Sophie se sont embrassés pour la première fois dans cette vie. Et c'était comme rentrer à la maison. Comme compléter une symphonie inachevée. Comme tenir une promesse qui a traversé la mort. Le thérapeute a essuyé ses propres larmes. En 30 ans, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vous êtes tous les deux la preuve vivante que les âmes sœurs existent. Que l'amour véritable ne meurt pas, il attend juste. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Alexandre et Sophie l'ont regardé. Le piano. C'est plus qu'une coïncidence. Les instruments de musique, surtout ceux qui sont joués avec une passion extrême, absorbent l'énergie. Isabelle a joué de ce piano avec un amour si intense pour Marc que l'instrument a retenu le souvenir. Et quand Sophie a joué, ce n'est pas seulement son souvenir qui est revenu, c'est aussi le souvenir du piano. C'est pourquoi ses mains savaient, parce que le piano se souvenait. Sophie a regardé les rares d'époque avec une nouvelle révérence. Il nous a ramenés, le piano nous a attendus. Alexandre a acquiescé. Et il va témoigner de notre nouveau départ. Cette fois, nous aurons la fin qui nous a été refusée. Mais tout ne serait pas facile, parce que accepter la réincarnation était une chose, vivre avec les conséquences dans le monde réel en était une autre. Et dans les jours qui allèrent suivre, Alexandre et Sophie allèrent devoir affronter la question la plus difficile. Comment vivre cet amour impossible dans un monde qui juge encore par l'argent et la classe? Et si l'histoire de 1850 tentait de se répéter, aurait-il la force de changer le destin? Ou l'amour des âmes sœurs conquiert-il vraiment tout? La réponse viendrait d'une manière à laquelle aucun d'eux ne s'attendait, et cela impliquerait une décision qui changerait non seulement leur vie, mais la vie de tous ceux qui les entouraient. 2 semaines après la séance d'hypnose, Alexandre a fait quelque chose de radical. Il a congédié Sophie officiellement de l'entreprise de nettoyage, mais pas pour l'éloigner, pour l'engager comme professeur particulier de musique de sa fille, Camille, avec un salaire de 2000 € par mois, un studio dans l'aile des invités de l'hôtel particulier, un accès total au piano est rare, et la liberté de jouer quand elle le souhaitait. La bonne société lyonnaise a immédiatement commencé à jaser. L'homme d'affaires Alexandre Valois et sa femme de ménage. Quel scandale! Mais Alexandre s'en fichait, parce que 175 ans plus tôt, il s'était soucié de ce que pensait la société, et il avait perdu Isabelle. Cette fois, il ne répéterait pas l'erreur. Sophie,
cependant, se débattait. Pas à cause de la relation, mais à cause de l'inégalité qu'elle symbolisait. « Alexandre, je ne veux pas être entretenu. Je ne veux pas que tu me sauves. Je veux t'aimer d'égal à égal. Et tant que tu auras des millions et que je n'aurai rien, nous ne serons jamais égaux. » Alexandre a compris. Alors, aide-moi à trouver une solution. Comment faire les choses correctement? La réponse est venue de l'endroit le plus improbable, de la fille de Sophie, Camille, 5 ans, qui passait des heures dans la bibliothèque à regarder sa mère jouer du piano. Un jour, elle a posé une question innocente mais profonde. « Maman, pourquoi tu ne joues pas pour plus de monde, comme cette dame dans le rêve, qui jouait dans le grand théâtre ?» Sophie a regardé sa fille, stupéfaite. « Quelle dame ?» Camille a souri. La belle dame en robe blanche. Elle joue du piano sur une scène énorme. Et il y a un homme qui pleure en la regardant. J'ai rêvé d'elle hier. Elle te ressemble. Maman, Alexandre et Sophie se sont regardés, frissonnants. Camille faisait les mêmes rêves. Elle voyait Isabelle Rossini. La petite fille était connectée à la mémoire de vie passée, aussi. Ce n'était pas seulement Sophie et Alexandre. Leur fille, dans cette vie, portait des fragments de l'histoire de 1850. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre a eu une idée. « Sophie, tu as promis que tu jouerais à nouveau ma musique. Tu as joué, ici, en privé. Mais, et si tu jouais publiquement, comme Isabelle jouait, à l'Opéra de Lyon, un concert, rien que toi. Le piano est rare, la sonate pour Isabelle, interprétée pour la première fois en public. 175 ans après la promesse, Sophie a pâli. « Alexandre, je ne suis pas une pianiste professionnelle. Je n'ai jamais étudié formellement. Je ne peux pas jouer dans un théâtre. » Mais Alexandre a souri. « Tes mains ont étudié pendant 24 ans dans une autre vie. Tu es Isabelle Rossini, la première femme à jouer en solo à la Scala. Tu es née pour la scène, et il est temps d'y retourner. » Ce furent 3 mois de préparation intense. Alexandre a loué l'Opéra de Lyon pour un concert de charité. Tous les bénéfices seraient versés à l'éducation musicale des enfants défavorisés. Un hommage. Sophie répétait 8 heures par jour. Au début, elle était bloquée, prise de peur. Mais chaque fois qu'elle jouait, ses mains se souvenaient davantage. La mémoire musculaire d'Isabelle revenait. Et Sophie ne faisait pas que jouer. Elle canalisait. L'historien qu'Alexandre avait engagé a fait une dernière découverte. Dans les archives municipales de Milan, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un portrait à l'huile. Date 1849. Artiste Giuseppe Molteni, un portraitiste renommé de l'époque. Titre Isabelle Maria Rossini au piano est rare, commandé par la famille Rossini. Quand l'image numérisée est arrivée par email, Alexandre l'a ouverte avec des mains tremblantes. Et ce qu'il a vu l'a fait tomber de sa chaise. C'était Sophie. Pas seulement qu'elle lui ressemblait, c'était exactement Sophie. Le même visage, les mêmes mains délicates, le même grain de beauté sur le poignet gauche, le même regard distant pendant qu'elle jouait. Et au fond du portrait, flou mais visible, un jeune homme maigre observant depuis la porte. Marco Santoro, le copiste que le portraitiste avait capturé sans le vouloir. Alexandre a montré le portrait à Sophie et elle a sangloté. Cette robe, je me souviens de cette robe. C'était ma préférée. Blanche, avec des détails dorés. Je l'ai portée lors de mon dernier concert, 3 semaines avant de tomber malade. Alexandre a regardé le portrait à nouveau et il a vu quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Sur le piano, sur la partition, une annotation microscopique que le portraitiste avait peinte, sonate pour Isabelle. Monsieur S. Marco Santoro lui avait donné la partition et elle l'avait utilisée lors du concert. Elle a joué sa déclaration d'amour publiquement et personne d'autre qu'eux deux ne savait ce que cette musique signifiait. C'était leur cri d'amour au monde, déguisé en art. Et maintenant, 175 ans plus tard, Sophie ferait de même. Elle jouerait cette sonate publiquement, mais cette fois,
avec Alexandre dans la salle, pas caché, pas au dernier rang, mais au premier rang, visible, déclaré, l'aimant ouvertement. La nuit du concert est arrivée. Le 8 septembre 2025, l'Opéra de Lyon était complet. 1800 personnes, l'élite lyonnaise, des chefs d'entreprise, des personnalités mondaines, des critiques musicaux, tous curieux de voir la femme de ménage qu'Alexandre Valois, le millionnaire, mettait en avant comme pianiste. Dans les coulisses, Sophie tremblait. Alexandre lui a pris les mains. « Tu es né pour ça. Il y a 175 ans. Tu as joué dans le théâtre le plus important d'Europe. Aujourd'hui, tu vas jouer ici. Et je serai là, à te regarder, comme Marco regardait Isabelle. Mais cette fois, quand ce sera fini, je monterai sur scène, je t'embrasserai devant tout le monde, et je dirai au monde, voici Sophie Dubois, la femme que j'aime, l'autre moitié de mon âme, et je me fiche de ce que vous pensez. » Sophie a embrassé Alexandre en pleurant. Alors, faisons-le. Pour la mémoire de Marco et Isabelle, pour prouver que l'amour conquiert le temps et les préjugés. Les lumières se sont éteintes. Un projecteur s'est allumé sur la scène. Et Sophie est entrée. Une robe blanche avec des détails dorés, identique à celle du portrait de 1849. Alexandre l'avait fait faire sur mesure. Elle s'est dirigée vers le piano Erard, qu'il avait fait transporter au théâtre. Le même piano sur lequel Isabelle avait joué pour la dernière fois. Sophie s'est assise. Elle a regardé le public. Elle a croisé le regard d'Alexandre au premier rang. Et elle a souri. Le même sourire que sur le portrait. Le sourire de celle qui aime et qui est aimée. Puis, elle a posé ses mains sur les touches. Elle a pris une profonde inspiration. Et elle a commencé. Sonate pour Isabelle. Composée par Marco Santoro en 1849. Jamais publiée. Jamais jouée publiquement en 175 ans. Jusqu'à cette nuit. Et au moment où les premières notes ont résonné dans le théâtre, quelque chose d'impossible s'est produit. Tout le monde dans le public l'a senti. Un frisson collectif. Comme si cette musique portait une mémoire. L'émotion de siècles. Les gens ont commencé à pleurer sans comprendre pourquoi. Les critiques musicaux, sceptiques et froids, ont essuyé leurs larmes. Parce que ce n'était pas seulement de la musique, c'était l'amour traversant le temps. Sophie a joué les 4 mouvements complets, 22 minutes, et chaque note était parfaite. Non pas parce qu'elle avait pratiqué, mais parce que ses mains se souvenaient. Parce qu'Isabelle était là, jouant à travers elle, remplissant la promesse. Dans une autre vie, ma musique te retrouvera. Quand la dernière note se dissipa dans le silence, personne ne bougea. 1800 personnes, dans un silence absolu. Et alors, quelqu'un se leva, Alexandre, montant sur scène, marchant vers Sophie. Et devant toute l'élite lyonnaise, il la prit dans ses bras et l'embrassa. Un baiser de 175 ans d'attente, et le théâtre explosa. Applaudissements debout, larmes, cris. Parce que tous comprirent, même sans connaître l'histoire complète, qu'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré. Alexandre prit le micro. Sa voix résonna dans tout le théâtre. « Je m'appelle Alexandre Valois, et voici Sophie Dubois, la femme que j'aime. Il y a 3 mois, elle était ma femme de ménage. Aujourd'hui, elle est ma compagne, mon âme sœur, et la pianiste qui vient d'interpréter une sonate de 1849 que j'ai portée à travers les vies. » La foule se tut, confuse. Alexandre continua. « Vous ne me croirez pas si je vous le raconte, mais cette musique a été composée par un homme que j'étais dans une autre vie, pour une femme que Sophie était. Nous nous sommes aimés il y a 175 ans, et nous avons été séparés par des préjugés de classe. Il était pauvre, elle était riche. Dans cette vie, nous avons inversé les rôles. Je suis riche, elle était pauvre. Mais nous n'allons pas laisser l'histoire se répéter, parce que l'amour véritable ne connaît pas de classe sociale, ne connaît pas le temps, ne meurt pas. Il attend, simplement. » Et avec ces mots, Alexandre annonça quelque chose qui choqua tout le monde.
À partir d'aujourd'hui, la moitié de ma fortune sera versée dans un fonds éducatif, musique et éducation pour les enfants défavorisés de Lyon, au nom de Marco Santoro et Camille Rossini. Les amants qui n'ont pas pu rester ensemble, pour qu'aucun enfant ne perde son talent par manque d'argent, et pour qu'aucun amour ne soit détruit par une différence sociale. La foule explosa à nouveau. Mais cette fois, pas seulement des applaudissements, des cris de soutien, parce qu'Alexandre venait de transformer une histoire d'amour en une révolution sociale, prouvant que les âmes sœurs n'existent pas pour vivre séparées parce que la société dicte, elles existent pour changer la société. Dans les mois qui suivirent, l'histoire se répandit. La vidéo du concert devint virale. 10 millions de vues, 50 millions. Des gens du monde entier partageant, pleurant, commentant leurs propres expériences de connexion inexplicables. Sophie devint un symbole, non seulement de réincarnation, mais du fait que le talent existe partout et n'a besoin que d'une opportunité. Alexandre et Sophie se marièrent 6 mois plus tard, au cimetière du Père-Lachaise à Paris, près de la tombe de Camille Rossini et Marco Santoro. Un mariage intime, juste eux deux, Camille et un prêtre, accomplissant ce qu'ils n'avaient jamais pu accomplir en 1850. Et ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, ils virent tous les deux une vision partagée. Marco et Camille, en vêtements éthérés, regardant de l'autre côté, souriant, pleurant et hochant la tête, comme pour dire « Enfin, enfin réunis, enfin prouver que l'amour est plus fort que la mort. » Aujourd'hui, 3 ans après ce premier contact accidentel avec le piano, Sophie Dubois-Valois est une pianiste de renommée internationale. Elle joue dans des théâtres du monde entier, interprétant toujours la sonate pour Camille, racontant toujours l'histoire et dédiant toujours à Marco et Camille, les amants de 1850 qui ont attendu 175 ans pour prouver que les âmes sœurs existent vraiment. Alexandre dirige la fondation Santoro Rossini. 10 000 enfants ont déjà reçu une éducation musicale gratuite. 50 d'entre eux sont devenus des pianistes professionnels, prouvant que le talent ne connaît pas de classe sociale. Il a juste besoin d'une chance. Et le piano est rare. Il est exposé en permanence à l'Opéra de Lyon, avec une plaque qui dit « Le piano qui a attendu 175 ans », joué par Camille Rossini en 1850, joué par Sophie Dubois en 2025. Preuve que certaines connexions traversent les vies. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un que vous veniez de rencontrer? Avez-vous déjà ressenti le mal du pays pour un endroit que vous n'avez jamais visité? Avez-vous déjà rêvé d'époques que vous n'avez jamais vécues? Ce n'est peut-être pas de l'imagination, c'est peut-être de la mémoire, de vie que votre esprit a oubliée, mais dont votre âme se souvient. Sophie et Alexandre ont prouvé que la réincarnation n'est pas seulement possible, elle est réelle, documentée, témoignée. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, comment une femme de ménage sans éducation musicale a-t-elle pu jouer parfaitement une sonate de 1849 qui n'a jamais été publiée? Comment 2 étrangers ont-ils partagé le même souvenir sous hypnose? Comment un piano a-t-il traversé 175 ans et est-il arrivé exactement à qui en avait besoin? Coïncidence? Il n'y a pas de coïncidence quand il s'agit d'âmes sœurs. Il y a un destin, il y a une promesse, il y a un amour qui ne meurt pas, il dort, simplement, attendant le bon moment pour se réveiller. Et vous, qui regardez ça maintenant, combien de connexions inexplicables avez-vous déjà eues? Combien de personnes avez-vous rencontrées et senti que vous les connaissiez déjà? Combien d'endroits avez-vous visités qui vous semblaient familiers? Il est peut-être temps pour vous d'arrêter d'ignorer et de commencer à enquêter, parce que votre âme pourrait vous raconter une histoire que votre esprit refuse d'entendre. Laissez dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un? Avez-vous déjà rêvé d'une autre vie? Avez-vous déjà eu une sensation de déjà-vu si forte qu'elle ressemblait à un souvenir réel? Racontez votre histoire, parce qu'il pourrait y avoir plus de gens comme vous, plus d'âmes cherchant d'autres âmes. Et votre commentaire pourrait être le début de quelqu'un découvrant sa propre vérité.
Ce n'est pas seulement l'histoire de Sophie et Alexandre, c'est l'histoire de Marco et Camille. C'est une histoire d'amour qui a vaincu la mort, le temps et les préjugés. C'est la preuve que certaines promesses sont si puissantes qu'elles traversent les siècles, et que certaines musiques sont si sacrées qu'elles résonnent éternellement. Et si vous écoutez, tout au fond de votre âme, peut-être entendrez-vous la musique que quelqu'un a composée pour vous dans une autre vie, en espérant que vous la reconnaîtrez et que vous trouverez qui l'a écrite. Parce qu'au final, nous sommes tous à la recherche de cette personne qui fait que tout prend un sens, de cette connexion qui transcende la logique, de cet amour qui semble avoir commencé avant votre naissance. Et il a peut-être même commencé, juste dans une autre vie, attendant celle-ci pour enfin se réaliser comme il faut. Sophie Dubois et Alexandre Valois ne sont pas une exception. Ils sont un exemple. Que l'amour véritable trouve toujours un chemin, même si cela prend 175 ans, même s'il faut traverser la mort, même s'il faut défier tout ce que la société dit être impossible. Parce que les âmes sœurs ne suivent pas de règles, elles suivent juste une promesse, et la promesse se réalise toujours, toujours. Voici l'histoire de la façon dont une femme de ménage a joué du piano pour la première fois, et a prouvé qu'elle était pianiste depuis 175 ans, et de la façon dont un millionnaire sceptique a découvert qu'il cherchait la même femme dans chaque vie, et l'a finalement retrouvée, en train de nettoyer le piano qui les réunirait à nouveau. Combien de ces 7 formes de reconnaissance avez-vous perçues dans cette histoire? Sophie et Alexandre, les mains qui savent avant l'esprit, les rêves qui sont plus que de simples rêves, les connexions qui défient la logique, les objets chargés d'histoire qui traversent le temps, les mémoires enfouies qui refont surface sous hypnose, les promesses solennelles qui se réalisent des siècles plus tard, et cet amour qui sait, tout simplement, sans avoir besoin de preuves tangibles. Et si vous avez ressenti quelque chose en regardant cette histoire, ne l'ignorez surtout pas. Votre âme essaie de vous dire quelque chose, et il est peut-être temps de l'écouter, d'écouter attentivement. Et qui sait, peut-être que la personne que vous cherchez vous cherche aussi, dans chaque visage inconnu croisé au hasard, dans chaque mélodie qui touche le cœur au plus profond, dans chaque lieu qui vous semble familier sans jamais y avoir mis les pieds. Peut-être que vous vous cherchez l'un l'autre depuis des vies entières, et que cette vie-ci est celle où vous allez enfin vous rencontrer, tout comme Sophie et Alexandre, tout comme Camille et Marc. 175 ans d'attente ont valu chaque seconde, parce que l'amour véritable vaut toujours la peine d'attendre, peu importe le nombre de vies que cela prendra. Et si cette histoire vous a touché d'une manière que vous ne parvenez pas à expliquer, peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est votre âme qui reconnaît une vérité que votre esprit refuse encore d'accepter. La vérité que vous avez déjà aimée auparavant et que vous aimerez à nouveau, et encore, jusqu'à ce que cet amour puisse enfin vivre pleinement, sans barrière, sans séparation douloureuse, sans fins tragiques et amères. C'est la promesse des âmes sœurs. Ce n'est pas une question de trouver la personne parfaite. C'est une question de trouver la personne juste, à chaque vie, jusqu'à ce que cela fonctionne enfin. Et quand cela fonctionne, comme cela a fonctionné pour Sophie et Alexandre Valois, ce n'est pas seulement de l'amour, c'est une rédemption, c'est une guérison. C'est la preuve que l'univers prend soin de ceux qui aiment vraiment. Si vous croyez aux âmes sœurs, partagez cette vidéo, parce que quelque part, quelqu'un a besoin de cette histoire, besoin d'espoir, besoin de savoir que l'amour véritable ne meurt jamais. Il attend, patiemment, et toujours, toujours, il trouve un chemin de retour.